Tu as vu là-bas, c'est un bâtiment construit par Ledoux, cet architecte des Lumières, Christian. Yeah. Et la première fois où on s'est vraiment rencontrés, c'était au Salon MAD. Et Absolument. tu m'as donné un petit marque-page par rapport à ton dernier bouquin. Alors j'ai mis 12 mois ou un an, je sais plus, on a mis très longtemps, j'ai mis très longtemps à l'acquérir, alors que voilà, je l'ai lu avec grand plaisir. Et dans ce bouquin, il y avait aussi un lien, enfin moi j'ai trouvé avec une forme d'utopie, parce qu'il y avait le mot Bouddha. Puis alors aujourd'hui, tu me proposes qu'on parle du livre qui vient Précédent. précédent, mais qui va sortir après. Voilà. Voilà. Parce qu'il s'agit d'une réédition. Une réédition augmentée. Le premier était en 2014, nous sommes en 2018. Et cette réédition augmentée comporte une préface de Fabrice Midal, que tu connais bien, et une postface de Christian Ruby. Alors, tu m'as proposé qu'on en parle au parc Monceau. Alors bien sûr, j'ai ramené mes deux ouvrages que je n'ai pas du tout annotés. Voilà. Alors c'est très drôle parce qu'en plus, j'ai sorti mon sac MAD de 2016. Je crois qu'en plus, tu seras au salon MAD ce week-end. Moi, j'y serai pas, mais toi, tu as la chance d'y être. Absolument, qui démarre cette semaine à l'Hôtel de la Monnaie. Et donc, tu vas présenter le dernier bouquin qui est en fait la réédition, qui est, voilà, dans lequel entre les deux vient se glisser. Donc comment on devient Bouddha selon Nietzsche. Ça, c'est le fameux livre qui nous a réunis la première fois. Et puis alors là, encore plus fort de destin, c'est voilà, la réédition augmentée de cette fameuse préface de Fabrice Midal, qui est un philosophe qui a créé l'école occidentale de méditation dans lequel je suis, et qui est une des personnes qui m'a transmis la méditation. Donc c'était très drôle que d'un seul coup tu me parles de ce livre et qu'en fait tu proposes la préface de ce philosophe Fabrice Midal. Alors dis-moi les deux ouvrages qui sont très drôles. Moi je ne vais pas en dire grand chose parce que je pense qu'il faut les lire, il faut les appliquer peut-être comme des méthodes. Ils sont en noir et blanc. Est-ce que tu peux en tisser? Je crois qu'il y en a un qui vient après, qui a une suite, c'est ça, dans cet itinéraire. Ouais, absolument. Le premier que j'ai écrit en 2014, comment j'ai appris à me tenir droit, en fait l'objectif était clairement de faire un manuel d'esthétique. Comment mettre en œuvre un certain nombre d'événements, de choses à appliquer dans sa vie pour arriver à faire une œuvre d'art de sa vie. Voilà. Donc le livre comporte différentes petites histoires, différentes petites références à la littérature, à la science, aux arts plastiques, à la musique, qui sont là pour inspirer tous les aspects de notre vie, nous inspirer à rentrer en communication et à être acteur de tous ces aspects de notre vie. Ensuite, et pour faire suite à ce que tu disais, effectivement, je me suis dit, faire une œuvre d'art de sa vie, c'est plutôt pas mal, mais il y a peut-être mieux, devenir un bienfaiteur ou une bienfaitrice de l'humanité, et c'est ce qui a donné la suite à comment on devient Bouddha, selon Nietzsche, parce que tout ce qui est dit effectivement dans ce bouquin, Nietzsche aurait pu le dire. Alors c'est vrai que dans les deux livres, il y a la problématique de l'esthétique qui est très présente, mais avant ça, moi ce qui m'a beaucoup amusé également, parce qu'il est question de sourire à la vie, de sourire au destin, et c'est pas simplement une utopie, c'est une utopie concrète, c'est effectivement parfois glisser tel qu'un enquêteur, tu fais ressurgir des choses, par exemple l'origine du transhumanisme, plein de petites anecdotes qui même moi m'ont surpris parce qu'on les a oubliées. Voilà. Et donc je trouve que ça rythme également l'ouvrage de manière avec un apport comme une petite touche, hein, voilà, comme une composition, voilà, qui fait qu'il y a un vrai style et on peut dire que même c'est des livres d'artistes. En quelque sorte, c'est bien ça. Hein. Tu as travaillé à la fois sur la mise en page. Voilà, le premier était aux éditions, excellente édition Yannick. Voilà. L'autre, C'est l'inverse. c'est l'inverse, voilà. Mais Oui, c'est pas parce que grave. voilà, c'est ce que je tentais de mettre en avant, c'est qu'en fait, il y a deux ouvrages qui se suivent l'un et l'autre, mais qui ne sont pas réédités ou éditions. Parce qu'en fait, c'est ça, dedans, comment on devient Bouddha, selon Nietzsche, c'est le deuxième, mais Aux éditions Janinck, aux éditions Yannick, diffusé par les presses de réel. voilà, et la réédition,
réédition de Comment j'ai appris à me tenir droit. J'en suis toujours l'éditeur. Exact. Dans mon style studio de création qui s'appelle Keep Talking Agency, ou KTA Édition. Et maintenant sera diffusé par les presses de réel. D'accord. Mais alors là où ça devient effectivement, à mon avis, il faut acheter les deux. Voilà, ou lire les deux, ou annoter les deux. Mais on trouve dans la réédition du premier qui suit le deuxième un passage directement qui cite les bouddhistes. Alors est-ce que tu peux me permettre de lire un petit passage? Absolument. Voilà, parce que c'est toujours difficile de parler d'ouvrage, sachant que moi je ne suis pas du tout critique littéraire, etc. Mais il y a un passage, c'est le chapitre 3 intitulé L'urgence de chaque instant. Alors là on est vraiment dans l'instant et je crois que c'est ça que tu tentes de saisir à travers ce propos de méthodologie d'esthétique. Oui. Il s'agit parfois d'une idée pour que tout bascule, pour que d'un abîme, d'une béance sans mots, surgisse un abysse de lumière. En aucun cas un dédale d'images, mais un labyrinthe sonore. Pure musique transmise de bouche à oreille, une affirmation dédoublée, un oui illimité à la vie qui se dérobera, pourtant presque instantanément en retombant dans le gouffre de la banalité. Retenant son souffle, on presse cette question. Pourrais-je un jour recomposer l'écho de cette mélodie céleste, ombre du nirvana, dirait un bouddhiste? Dans ce genre de situation, il n'y a qu'une seule alternative, c'est de vous dire l'urgence, c'est maintenant. Alors moi je trouve qu'effectivement, dans la convocation du bouddhisme, en tout cas de la luminosité du Bouddha, c'est l'instant présent dont on entend souvent beaucoup parler dans les médias, et c'est certainement une des raisons pour laquelle tu as choisi de faire appel à Fabrice Midal, qui est un spécialiste du bouddhisme et qui transmet la méditation en Occident. Mais il y a aussi également une postface de Christian Ruby. Tout à fait. Voilà. Christian Ruby qui est philosophe, esthéticien, spécialiste de la figure de l'histoire du spectateur dans les musées. Donc, entre autres choses, c'est un esthéticien qui s'intéresse beaucoup aux arts plastiques et à la force plastique dans la philosophie. Et donc il a écrit une très très belle postface où il met en tension la manière dont on peut réanimer des paroles de philosophes et de quelle façon cette façon de leur donner une seconde vie devient aussi un acte artistique, une appropriation. Et donc c'est ce que j'essaye beaucoup de transmettre aussi à mon lecteur, c'est que chaque lecteur doit pouvoir se réapproprier sa vie pour en créer une signification. Et c'est là d'où vient le plaisir esthétique, c'est que chaque instant est réinventé pour pouvoir le redonner d'une autre façon. En fait, on pourrait dire que dans ce manuel d'esthétique, il y a toujours une mélodie qui se répète telle une base continue qui pourrait évoquer peut-être l'ombre du nirvana à voir, qui est de fait que l'on doit toujours redonner ce qui nous a été donné. La vie dans son ensemble nous a donné cette merveille dans laquelle on vit et comment nous on peut redonner cette merveille à chaque instant. C'est cette espèce d'interdépendance du règne du vivant dans lequel on est bien sûr partie prenante et qui permet de vibrer en harmonie constante, du moins on l'espère, ou presque d'une manière éternelle, avec les autres, le vivant. Sourire à la vie, comme tu disais tout à l'heure, et qui est une des plus belles choses qu'on peut donner à quiconque on rencontre sur son passage. Alors je me souviens que tu m'as fait un présent également, et qui est aussi lié avec ton travail et qui est directement en correspondance avec cette proximité de Nietzsche. C'est une carte postale, voilà, et que j'ai glissée à l'intérieur de l'ouvrage. Et tu peux nous dire un mot, parce qu'effectivement tu n'as pas arrêté ton travail d'artiste, je dirais, d'art visuel, pour te consacrer uniquement à un travail de livre d'artiste ou d'écriture. Les deux continuent à communiquer. Et donc cette petite carte postale qui représente effectivement Nice, est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ce présent que tu m'as offert et que tu diffuses et que tu édites également? Absolument. Donc tu as tout à fait raison de souligner que mon activité principale est celle d'être artiste plasticien, et que dans cette activité d'artiste, l'écrit, la photographie,
la performance prenne une place importante. Mhm. Et entre autres choses, dans ma pratique photographique, je photographie énormément les musées, les institutions culturelles. Et il se trouve que il y a quelques années de cela, j'étais à la Galerie nationale de Prague, dans laquelle se trouve une étude qui s'appelle une étude de profil d'homme avec une barbe, qui a été peint par Rubens, qui se trouve dans ce musée. Et quand j'ai vu cette étude de Rubens, je me suis dit c'est incroyable comment on pourrait y voir Nietzsche, sachant D'accord. qu'évidemment c'est impossible, étant donné les dates Bien sûr, bien respectives de sûr. l'un et de l'autre. Et donc j'ai photographié cette œuvre, cette peinture, cette D'accord. étude, et je l'ai, comme on dit aujourd'hui, photoshopée Mhm. pour augmenter la ressemblance avec Nietzsche, donc faire disparaître Oui. la barbe, ne plus garder que la moustache, et voilà, de faire un petit travail tout simple de photoshopage. Et donc d'intituler cette carte postale Portrait de Nietzsche peint par Rubens. Écoute, Voilà. c'est vraiment très bien. Alors moi, je me demandais ce que j'allais pouvoir apporter à ta lecture et à ton travail. Et on a parlé de performance, on est le 11. Et dans certains mouvements d'avant-garde, au dernier siècle, le 11, il y a toujours des performances, des manifestes, ce genre de choses. Et puis bizarrement, là, après qu'on se soit quitté, il faut que j'aille en bibliothèque ramener un ouvrage. Et la convergence, un peu comme ta rencontre avec ce tableau de Rubens et le travail de Photovochal. Je dois ramener un texte de bataille dans sa somme de théologie qui concerne effectivement la méditation. Il a écrit un texte sur la méditation. Et la semaine dernière, tu me donnais justement le communiqué de presse de cette réédition de ce premier ouvrage. Et en venant, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais glisser le communiqué de presse papier au milieu du texte de bataille sur la méthode de méditation. Voilà, d'un ouvrage de la réserve centrale de la bibliothèque municipale de Paris. Je vais le mettre dans mon sac du Salon MAD avec les deux ouvrages que je vais ranger précieusement dans ma bibliothèque. Et puis je vais aller rendre cet ouvrage. Et comme on parlait de méditation, et que généralement la méditation, en tout cas celle que pratique Fabrice Midal et moi également, c'est une méditation souvent silencieuse. Et c'est une manière, on a ce rapprochement avec Kedge aussi sur la question du silence. Ça sera pour une Absolument. prochaine fois, peut-être. J'aime beaucoup le parc Monceau et le Doubs, mais Oui, on pourrait se faire un moment de silence. tout à fait. Faisons un moment de silence, qui sont peut-être les plus beaux moments qu'on puisse consacrer à la vie et peut-être une des plus belles approbations en forme de oui illimité à la vie qui se résonne à l'infini.